Fais ça pendant 1 semaine, puis s'il n'y a pas de différence, appelle-moi. Voici mon 5 à 4. Je me présente, je m'appelle Antoine Desrochers. Je travaille comme acteur et puis j'ai une grande passion pour l'environnement. J'ai étudié en construction écologique et puis en communication non violente. Avec mon entrée au secondaire, je me suis rendu compte par après que j'étais extrêmement sensible au bruit, au son. Puis je suis passé d'une petite école à Pédagogie Val-d'Or, qui est une école alternative, pour aller dans un secondaire qui était, avec 3-4 groupes par niveau. On était 3000 étudiants, je pense. Fait que ça a vraiment été un choc pour moi. Puis je dirais, s'il y a vraiment un moment que j'associe au début du développement de l'anxiété chez moi, c'est vraiment mon arrivée au secondaire. Quand je remarque que là, je suis vraiment dans mon anxiété, souvent, il est un peu trop tard, dans le sens que, pas que le mal est déjà fait, mais j'ai déjà vécu tout le stress puis le débalancement émotionnel qui vient avec. Ceci dit, de plus en plus, j'arrive à remarquer cette anxiété-là plus tôt, ce qui est incroyable. Ceci dit, comment moi je m'en rends compte de mon anxiété, c'est d'abord, il y a un changement au niveau de ma respiration. Je remarque que mon souffle est plus court. Puis il va y avoir vraiment aussi la présence d'émotions comme la peur, le stress, je l'ai déjà nommé, la tristesse des fois même, puis un embrouillement, si je peux dire ça comme ça, au niveau des pensées. Je ne vais pas penser aussi clair. Je vais broyer du noir un peu. Puis c'est vraiment... L'anxiété, c'est particulier parce que c'est vraiment un mélange de, justement, broyer du noir, mais mélangé avec un stress. Tu sais, comme tu veux que ça se règle, tu sais. Ouais. C'est ça pour moi, l'anxiété. C'est vraiment ce sentiment-là qui est un mélange de tristesse, de colère, de frustration, de stress. Puis cette urgence-là que le problème se règle, ça devient viscéral, ça devient... Je veux dire, quand c'est rendu que ça l'affecte ta respiration, c'est parce que clairement, il y a quelque chose en toi qui a de la misère à vivre avec la situation. Là. 100%. C'est super intéressant parce que, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne savaient pas, je vous l'apprends, mais je vis avec un chien qui s'appelle Flynn, que vous ne voyez pas, mais que vous allez voir tantôt. Bref, qui m'aide beaucoup à gérer cette anxiété-là. Puis récemment, pour des petits problèmes de santé que Flynn avait qui se sont réglés, j'ai contacté une communicatrice animalière, qui est une dame qui se spécialise dans la psychologie des animaux. Puis, en fait, je remarquais que... Puis donc, c'est ça. Donc, je reviens au point que Flynn m'aide à gérer mon anxiété. Puis je remarquais que certains groupes de personnes ou certaines personnes avec qui je passais des soirées ou encore certains moments où j'allais voir certaines personnes, mais que Flynn était vraiment réticent, qu'il voulait pas y aller, puis que je le forçais un peu parce que je me disais, voyons, j'ai envie de voir ces gens-là et tout. Puis cette dame-là, donc, m'a invité à réfléchir si ces gens-là ou ces moments-là où j'allais voir ces personnes-là, quand Flynn exprimait une réticence, si ça me faisait vraiment plaisir d'aller voir ces gens-là. Puis pourquoi est-ce que je le faisais? Est-ce que je le faisais pour leur faire plaisir ou pour répondre à des besoins superficiels ou plus des désirs un peu égocentriques de voir certaines personnes ou de passer certains moments avec certaines personnes? Puis bref, j'ai fait cet exercice-là et je me suis rendu compte que effectivement, il y a vraiment une corrélation entre les moments où Flynn exprime une réticence à aller à certains endroits, aller voir certaines personnes, et les raisons pour lesquelles je vais voir ces gens-là. Puis ça m'a permis de me rendre compte que oui, mon anxiété affecte mes relations sociales, mais je pense pour le mieux, parce que ça me permet d'avoir l'heure juste sur est-ce que c'est vraiment au service
de ma personne, de qui je suis, de qui je veux être, de voir ces gens-là dans ces moments-là. Je dirais oui et non, dans le sens que je pense que dans n'importe quel milieu professionnel, le tabou qui vient avec la santé mentale, c'est est-ce que malgré mes troubles, mes défis mentaux, je vais être capable de get the job done en bon québécois, de mener à bien la tâche. Je pense que c'est là, en fait, où il peut y avoir un tabou quand il y a des doutes par rapport à est-ce que je vais être capable de mener à bien la tâche. Puis moi, je pense que ces doutes-là sont juste humains parce qu'en réalité, on a tous et toutes, à certains niveaux, des problèmes de santé mentale à un moment ou à un autre de notre vie. Fait que moi, ce que je pense, c'est juste d'être honnête puis d'en parler quand vraiment il y a un doute qui mérite d'être adressé. Puis aussi de, comme avec tout cet univers-là de la santé mentale, bien, ce travail-là de développement personnel, bien, c'est le travail de toute une vie. Et donc, ça vient avec apprendre à reconnaître que certains doutes sont non fondés, en fait. Puis que c'est vraiment juste la tête, le mental, qui part en vrille puis qui s'imagine des affaires. Je pense que c'est important aussi d'arriver à discerner. Ça, c'est une qualité qui est super importante à développer pour, justement, guérir ces troubles mentaux. C'est le discernement. Puis je pense que en développant ça, cette capacité-là à voir qu'est-ce qui est purement une fantaisie mentale négative, puis qu'est-ce qui est un vrai doute de « OK, ouais, ma condition m'apporte un défi qui vaut la peine d'être adressé dans mon milieu professionnel », bien là, on est capable d'être plus au service, je pense, de soi-même. Puis aussi juste plus, tu sais, comment dire, de plus vivre dans sa réalité, parce que à un moment donné, c'est ça, je pense, c'est juste, on en a tous des problèmes mentaux. C'est juste d'en parler, puis de faire confiance qu'ensemble, en se donnant de l'écoute, puis de l'amour, puis en étant patient, bien, on va trouver des solutions. Puis si vous êtes avec des gens qui ne sont pas capables d'avoir cette patience-là pour vous, bien, ça me fait plaisir de vous dire que c'est sûrement pas les bonnes personnes pour vous côtoyer. Le plus tôt vous allez changer de cercle, le mieux ça va être. Ça, c'est drôle, parce que pour moi, ça vient avec les rôles que je veux vraiment. Puis c'est chiant, parce que ça veut dire que quand je veux vraiment un rôle, là où j'ai pas besoin de stresser, je commence à stresser. Ouais, la vie, c'est souvent paradoxal. Mais comment moi je vis avec ça? Ben, c'est juste que je remarque que des fois, les rôles qui m'intéressent moins, je les ai avec une facilité qui est comme déconcertante. Tandis que les rôles que je veux le plus, pour lesquels je travaille le plus, je ne vais pas les avoir. Puis là, je me dis, OK, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de ces rôles-là où j'ai travaillé, mais avec beaucoup plus de laisser-aller, puis je dirais, une certaine nonchalance, mais saine. Puis ouais, là, où je suis rendu, c'est une expérience en développement, mais c'est de tenter cette approche-là avec le prochain rôle que je vais vraiment vouloir. De l'approcher avec plus de nonchalance, mais pas une nonchalance de « je m'en fous », une nonchalance de « je pense que cette vie-là qu'on vit tous et toutes demande un certain détachement pour être vécu avec du bonheur ». Parce que quand on s'attache trop aux choses, ben ça fait mal. Fait que l'anxiété de performance, ben oui, j'en vis, puis ça fait chier, puis c'est ça, puis j'apprends à dealer avec. Mon anxiété est liée à 1001 choses. Donc, j'ai plein de trucs pour plein de volets de cette chère anxiété. Par exemple, l'environnement, ben moi, ça me nourrit énormément que tous mes achats alimentaires, soient locaux et biologiques. En faisant ces achats-là concrets, j'ai un impact concret sur l'industrie alimentaire. Ça, moi, ça calme beaucoup mon anxiété. Après ça,
en lien justement avec l'écologie aussi, les choix de construction de maison, tu sais, comment que je vais rénover ma maison, les matériaux que je vais utiliser ou le linge que je vais porter, c'est dans la même lignée. Je vais m'assurer que ce soit des matériaux qui sont naturels, comme pour mon linge, puis qui soient durables. Ça, moi, ça m'aide beaucoup à justement gérer mon anxiété parce que je me dis, bon, oui, il y a des centaines de multinationales qui polluent bien des affaires avec toute leur cochonnerie, puis les produits que bien du monde achète, mais regarde, au moins, le petit pouvoir que j'ai dans cette vie-ci, ben je l'utilise, puis ça me permet de, après ça, être en paix avec ce que je peux pas contrôler, en fait, qui est les choix de toutes les autres personnes qui sont pas moi-même. Après ça, pour l'anxiété plus sociale, j'en ai parlé aussi un petit peu, choisir son monde, choisir les moments où on voit son monde. Puis, en général, moi, justement, de par mes sens qui sont, je commence à croire plus aiguisés que bien du monde. Là, je parle vraiment physiquement, là, oui, odorat, vue, je pense que je suis normal, mais oui, puis odorat, ouais, c'est des fois... ça peut, pour moi, ça peut être difficile, là, juste d'être dans une ville, par exemple, parce que je suis surstimulé, puis je deviens vite à vif. Mes nerfs deviennent vite à vif. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup avec ça, c'est le sport, puis la méditation. Puis la méditation, c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir une pratique, je veux dire, qui est plus disciplinée, là, vraiment s'asseoir, puis prendre un temps, faire les exercices de respiration. En même temps, il y a des éléments de la méditation qui peuvent être incorporés à la vie de tous les jours. Par exemple, t'arrêtes de vélo ou t'arrêtes de métro ou ton transport en commun ou ton transport solo pour te rendre quelque part. Il y a vraiment des éléments qui peuvent être intégrés dans ces moments-là puis qui sont très pratiques. Après, je ne suis pas un prof de méditation, je ne vais pas vous apprendre comment ça marche aujourd'hui, mais c'est un sujet qui, je crois, vaut la peine d'être exploré. Là. Sur Internet, il y a plein de ressources. Oui, mon anxiété peut et a un impact positif sur ma vie parce qu'elle m'oblige en quelque sorte à me pencher, à réfléchir, à régler tous ces éléments-là qui sont déclencheurs de mon anxiété. Fait que oui, c'est désagréable, c'est une charge supplémentaire à vivre avec. Ceci dit, ça me permet d'être encore plus en santé, ça me permet d'être encore plus aligné dans ce qui est important pour moi, dans la personne que je suis et que je veux devenir. Fait qu'en fait, avec le temps, et surtout en apprenant à gérer cette anxiété-là, parce qu'au début, je trouvais que c'était juste un fardeau, mais maintenant, en fait, je trouve que c'est un cadeau, parce que ça m'a permis de faire, en fait, ça m'a poussé à faire ce travail-là de développement personnel que j'aurais sûrement pas fait si je n'étais pas plus capable de m'entendre penser. Viens ici, mon beau. Viens ici. Bonjour. Je vous présente Flynn. Là, il a fait des gros dodos. Il était un peu fatigué. Mais oui, qu'est-ce que cette belle bête m'apporte? Bien, beaucoup de soutien de façon que un peu... pas imprévu, mais insoupçonné des fois. Comme je disais plus tôt, les fois où j'observe une réticence de sa part à aller voir certaines personnes ou à me rendre à certains lieux ou même à faire certaines tâches, ben dans le fond, quand j'y pense, c'est vrai que ça me tente pas tant que ça d'aller là ou de faire ces choses-là. Puis au-delà de ça, ben oui, juste par sa présence, hein, il y a quelque chose des animaux qui est comme méditatif de nature, ils sont tout le temps dans le moment présent, ils sont tout le temps dans l'amour. Fait que c'est comme un ancrage vraiment précieux, dans le fond, la relation que j'ai avec Flynn. Puis regardez comment il est fin, puis il est beau, il est petite, il chiale pas, il sait que je suis ici pour les bonnes raisons, il me fait des beaux yeux doux, puis c'est comme ma belle maison. Je lui dirais, quand tu vis quelque chose que tu trouves dur, puis que les gens autour de toi, tes parents, tes amis, ils te disent « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave », écoute-les pas, pour vrai. Comme, même si c'est de la merde ce que tu vis dans le moment,
permets-toi de ressentir, ça va être drôle ce que je veux dire, mais de ressentir cette marde-là, juste pour vraiment voir c'est quoi. Puis permets-toi de ressentir cette marde-là que tu vis, là, qui est pas le fun, juste pour te donner la légitimité que, ben oui, c'est ça que tu vis, puis t'es plus capable. Puis juste de reconnaître ça, pour l'avoir fait plus vieux, ben ça va te donner la motivation de chercher des outils, de chercher de l'aide, d'en parler à du monde, parce que tu vas avoir la confiance que... C'est une drôle de confiance, parce que c'est une confiance qui est un peu négative, mais qui est importante. La confiance que c'est vrai que c'est de la merde ce que tu vis, puis que c'est correct que tu ailles chercher de l'aide, que ce soit, encore une fois, sur Internet, une recherche, tu sais, whatever, ou bien d'appeler un ami, un parent, un oncle, une tante, ta soeur, ton frère. Mais je pense que ça part vraiment par, accepter de vivre tes émotions plates. Puis si ça fait trop mal, ben à vivre, moi, ce que je te dirais, c'est juste genre... Si je pouvais me parler à 12 ans, là, puis je me disais... Ouais, c'est bien beau, là, mais genre, ça me tente pas de vivre ça, c'est trop désagréable, je veux juste oublier ça. C'est drôle, hein, mais je pense que je me dirais juste... Ben c'est correct, man. Oublie ce que tu veux oublier, si tu veux. Fais juste prendre soin de toi, le plus possible là-dedans. Mais je dirais ça parce que je pense que c'est important de se faire dire à un moment donné, c'est correct, puis c'est pas grave. Puis genre, le soleil va se lever demain matin pareil. Puis tu sais, il y a du monde qui t'aime. Fait que ça va bien aller. C'est plate comme phrase, là, mais genre, c'est quand même vrai.